Bonsoir à tous. Désolé pour le démarrage un peu tardif, on a eu quelques soucis techniques. Donc ce soir, on va parler d'un outil qui s'appelle NX Cloud et on va voir en fait comment cet outil peut nous permettre d'optimiser les temps de build de nos plateformes de CI/CD, pour la partie CI en tout cas, la partie intégration continue, et donc au travers de l'outil qu'on appelle NX Cloud. Donc moi je suis Tin Kondo, je suis Senior Staff Engineer chez Sphere Luxembourg pour la partie back-end. À côté de ça, je suis également consultant senior full stack, donc principalement Java et Angular. Et à titre perso, je fais beaucoup d'open source, donc pas mal de projets sur GitHub, notamment des projets en rapport avec NX. Et donc ce qui me vaut d'être NX champion depuis 1 an. Et aussi récemment, je suis certifié NX expert. C'est une sorte de certification que NX a lancée qui permet en fait de reconnaître les personnes qui ont un certain niveau de connaissances sur l'outil. Donc ça c'est un peu rapidement sur moi. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet, mais avant d'aller plus loin, je vais juste donner une vue d'ensemble de ce que est NX, parce que là on va parler de NX Cloud, qui est la version on va dire ou le pendant cloud de NX, mais à la base, NX, c'est aussi un autre projet à part entière. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on va un peu faire une vue d'ensemble rapide de ce que c'est. Donc, NX, c'est quoi? C'est en fait un outil de build qui est optimisé pour créer ce qu'on appelle des applications de type monorepo. Donc, c'est-à-dire que vous avez dans votre projet un même historique Git dans lequel vous avez différents projets différents qui représentent soit vos applications, soit vos librairies. Et tout ça, c'est dans un même répertoire Git. Donc, c'est versionné ensemble et les projets sont buildés également ensemble. Donc, c'est ce qu'on appelle un monorepo. Et à la base, NX a été conçu pour facilement builder ce genre d'application en fait. Donc c'est un outil de build et à côté de pouvoir gérer facilement tout ce qui est monorepo, il y a également des utilitaires qui permettent en fait d'optimiser votre workflow de dev. Donc par exemple, si vous voulez rajouter une application Angular dans votre workspace, vous avez ce qu'on appelle un générateur qui vous permet de faire ça facilement et d'avoir en fait en quelques lignes de code un projet Angular qui est quasiment prêt à être utilisé et qui est configuré de manière à ce que tous les éléments qui sont nécessaires tant au niveau du build qu'au niveau des tests, soit correctement configuré. C'est pareil aussi si vous voulez faire un projet avec React. Donc vous avez ce qu'on appelle des plugins qui vous permettent de faire ça facilement avec NX. Et il y a également des fonctionnalités qui permettent aussi d'optimiser le temps de build. Donc c'est-à-dire que lorsque vous faites une commande, par exemple, pour builder votre application Angular, vous allez avoir des utilitaires qui vont vous permettre de faire en sorte que le build, lorsque vous le faites la première fois, donc il est capable de mettre en cache le résultat de votre build, de manière à ce que la fois d'après, lorsque vous lancez la même commande, il vous sert tout de suite ce cache-là sans que vous ayez besoin d'attendre que la commande ne s'exécute. Donc ça, c'est un peu la vue d'ensemble. On va un peu faire un scope sur les principales fonctionnalités. Donc ça, c'est ça dont j'ai parlé au tout début, c'est-à-dire c'est optimisé pour gérer tout ce qui est monorepo. Donc là, vous avez ici des exemples de monorepo. Donc là, c'est la zone qui est ici sur cette partie-là. C'est un type de monorepo qui contient donc plusieurs applications et librairies. Et avec NX, vous pouvez facilement les visualiser aussi dans votre workspace, mais assez simple. Donc ça, c'est un des avantages de l'outil. L'autre intérêt, c'est ce dont j'ai parlé un peu en avant, c'est-à-dire il est assez bien intégré avec pas mal d'outils modernes. Donc, par exemple, pour créer une application, que ce soit Angular, React, pour ajouter par exemple le support pour Storybook, pour visualiser vos composants, vous avez des plugins qui sont prêts à être installés simplement. Et vous n'avez plus besoin, vous, en tant que développeur, de configurer ou de gérer toute la partie configuration pour que l'outil fonctionne avec votre projet. Avec NX, c'est assez facile à mettre en place. Et comme je disais, en quelques lignes de code, vous avez en fait une intégration avec différents utilitaires qui se fait assez facilement. Donc ça, c'est valable pour pas mal de frameworks assez populaires comme Angular, React, mais c'est aussi le cas pour Vue. Et donc là, ce sont des frameworks, on va dire, plutôt front-end. Vous avez aussi la possibilité d'avoir du back-end, donc avec par exemple .NET ou même Spring Boot. Donc vous pouvez facilement, via des plugins, créer des projets de ce type-là dans votre workspace NX et les gérer pareil que vos projets en fait au niveau du front-end. Donc il est plutôt bien intégré avec pas mal d'outils assez modernes et assez populaires dans l'écosystème. Donc ça, c'est aussi un autre avantage de l'outil, c'est qu'il permet donc de visualiser en fait votre workspace. Donc lorsque vous avez créé votre projet, vous avez plusieurs sous-projets à l'intérieur.
plusieurs applications, plusieurs librairies. Parfois, c'est difficile de voir de quoi dépend une application ou une librairie. Avec NX, vous avez des utilitaires qui vous permettent en fait d'avoir une espèce de graphe visuel, interactif, qui vous permet de comprendre un peu comment est-ce que vos librairies ou vos applications sont connectées les uns avec les autres. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble du projet. Et vu que c'est complètement dynamique, donc vous pouvez très facilement en fait à tout moment générer ce graphe-là et voir un peu comment est-ce que les projets sont connectés entre eux. Donc ça, c'est la fonctionnalité de visualisation de graphes que permet de faire NX. L'autre avantage, c'est qu'il permet, donc, comme je disais, d'accélérer vos builds. Donc, comment ça fonctionne? Lorsque vous lancez une commande, par exemple la commande de build, la première fois, donc, il va l'exécuter. Il va vérifier s'il n'y a pas déjà une précédente exécution qui est dans son cache. S'il en trouve une, dans ce cas, il va observer ce cache-là directement. Par contre, s'il n'a pas trouvé d'artefact d'un précédent build, dans ce cas, il va exécuter la commande la première fois. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'il va exécuter la commande la première fois, il va par la suite mettre en cache ces résultats-là pour que la fois d'après, lorsque vous allez refaire la même commande, à partir du moment où vous n'avez rien changé au niveau du code source ou même des paramètres de votre commande, il va quasiment vous répondre de manière instantanée parce qu'il a ce cache-là derrière qu'il peut récupérer et vous servir en fait directement. Et ça, c'est valable en fait pour non seulement les artefacts que votre commande peut par exemple créer. Si vous faites un build, il va vous créer un répertoire 10 dans lequel vous allez avoir des fichiers JavaScript compilés par exemple. Lorsque vous restaurez ce cache, il vous restaure donc ces fichiers-là, mais aussi il est capable de restaurer l'output que vous avez eu au moment où vous avez lancé la commande la première fois. C'est-à-dire qu'en fait, il restaure les deux, à la fois les logs et aussi la commande, et aussi les artefacts qui ont été buildés à la suite de la commande. C'est plutôt pratique pour gagner du temps. L'autre moyen de gagner du temps, c'est via la parallélisation et la distribution de tâches. Donc, de manière assez built-in, NX est capable en fait d'ordonnancer votre projet en fonction des tâches. Donc, vous pouvez par exemple lui dire que telle tâche dépend d'une autre. Par exemple, typiquement, lorsque vous faites une tâche pour servir votre application, pour servir l'application, il est possible que vous ayez besoin d'abord de builder des dépendances dont votre application dépend. Et donc, ça peut se faire. Ça doit se faire dans un certain ordre pour que vous puissiez par la suite être capable de servir l'application. Mais NX est capable justement d'optimiser cet ordre-là en fonction de ce qui peut être parallélisé. Donc, si vous avez plusieurs commandes qui n'ont pas forcément de dépendance les unes avec les autres, donc il peut les lancer en parallèle en utilisant une sorte de pool de threads pour pouvoir faire le travail en parallèle et donc pouvoir par la suite plus rapidement en fait, exécuter les commandes que vous lui donnez. Ce qui peut être paralysé est paralysé, ce qui ne peut pas l'être est séquencé. Et du coup, au final, vous pouvez vous retrouver avec des temps de build qui sont beaucoup plus rapides du fait qu'il peut, dans certains cas, paralyser certaines tâches. Donc ça, c'est un des features aussi de NX. Un autre feature qui est assez intéressant, c'est en matière de gestion de projet ou plutôt d'organisation de projet, vous pouvez mettre ce qu'on appelle des frontières entre vos différents projets. Si par exemple vous avez un monorepo avec plusieurs applications qui sont par exemple gérées par différentes équipes au sein de votre société par exemple, vous pouvez mettre des règles de manière à ce que les projets ne puissent pas être utilisés par la mauvaise équipe par exemple. Vous pouvez mettre comme des garde-fous que vous pouvez par la suite renforcer au moment de votre build, de manière à ce que si quelqu'un essaie de casser les règles-là, par exemple en essayant d'importer un projet qui n'a pas le droit d'importer parce qu'il ne se trouve pas dans la bonne application ou la bonne librairie, vous pouvez faire en sorte que le build échoue parce que justement cette règle-là que vous avez mis ne serait plus respectée par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le module boundaries et avec NX, vous êtes en mesure, de manière assez facile, de renforcer ce genre de règles dans votre projet. Une autre intéressante feature, c'est qu'il est aussi assez bien intégré dans la plupart des différents éditeurs, comme par exemple ici VS Code. Vous avez aussi un plugin dans IntelliJ qui vous permet de facilement en fait, utiliser NX avec une interface graphique pour facilement générer des projets ou pour la suite pour pouvoir les configurer. Donc ça, c'était la vue d'ensemble en fait, de NX. Pour un peu résumer le tout, donc là, on a plus ou moins parlé de la partie qui est ici. Donc ça, c'est les fonctionnalités principales de NX, à savoir l'exécution de tâches, la distribution de tâches, l'analyse de votre workspace pour pouvoir comprendre comment est-ce que les projets sont connectés les uns avec les autres. Vous avez la possibilité aussi de générer du code à travers ça. Vous avez les fonctionnalités qui permettent aussi de mettre en cache des résultats, donc c'est le caching. Ça fait partie on va dire, du cœur de NX.
À côté de ça, donc, comme je viens de parler à l'instant, vous avez ce qu'on appelle des plugins qui vous permettent de rajouter une stack dans votre workspace. Si vous voulez faire du Angular, ben, c'est via un plugin que vous allez le faire. Si vous voulez faire du React, c'est via un plugin que vous allez le faire. Si vous voulez créer une application Spring Boot, c'est via un plugin que vous allez le faire également. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les plugins, et c'est ça qui permet on va dire, d'enrichir ce qu'est capable de faire NX, ce qu'est capable de créer NX dans un projet. Ensuite, donc, il y a la partie NX Console qui est, donc, comme je disais, c'est la partie, on va dire, graphique de NX, parce que vous voulez l'utiliser dans votre IDE. Et à côté de ça, donc, il y a une partie qui est ici, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie NX Cloud, qui est un peu le pendant cloud de NX. Donc, pour pouvoir, en fait, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent comme fonctionnalité, pour pouvoir l'amener sur le cloud, pour pouvoir facilement, en fait, exécuter des tâches comme une sorte de plateforme d'intégration continue. Donc là, maintenant, on va mettre le focus sur cette partie qui est ici, NX Cloud. Donc, qu'est-ce que NX Cloud? Donc, comme je disais, NX Cloud, c'est en fait la partie graphique, la partie, le compagnon, on va dire, CI de NX. Et l'idée, c'est que ça permet de facilement optimiser vos pipelines d'intégration continue. Donc, l'intégration continue, c'est quoi? C'est typiquement votre Jenkins, votre GitLab, votre Azure Pipeline. Lorsque tout projet qui se respecte, vous allez le développer en local. Par la suite, vous allez envoyer votre code sur une plateforme qui centralise le code de tout le monde et qui lance les tests, qui lance les builds et qui éventuellement déploie les artefacts. Donc cette partie-là qui est le CI, c'est assez central dans nos développements au quotidien. Et NX Cloud, en fait, c'est la solution de NX pour rendre ces pipelines-là beaucoup plus rapides que ce qu'ils sont de base, en fait. Comment ça fonctionne? Donc, en fait, une façon de rendre le pipeline plus rapide, c'est notamment à travers cette fonctionnalité-là que NX et NX Cloud ont de manière intégrée. C'est par exemple le fait que lorsque vous faites une pull request, donc supposons que vous avez monorepo dans lequel vous avez plusieurs applications et plusieurs librairies. Donc, comme je vous ai dit, NX est capable de comprendre comment est-ce que les applications et les librairies dépendent les unes avec les autres. Ce qui veut dire que lorsque vous faites une pull request qui, par exemple, concerne, on va dire, une librairie en particulier, il est capable d'isoler qu'est-ce qui est impacté par cette pull request-là. De manière que lorsque vous lancez le build ou le test, plutôt que de builder tout le reste, il va juste builder ce qui est réellement impacté, en fait. Donc, vous faites moins de travail, on va dire, et donc forcément, le temps de build va être beaucoup plus rapide que si vous deviez à chaque fois builder l'ensemble de votre projet à chaque push d'un développeur. Donc ça, c'est une façon d'optimiser les temps de build. C'est en fait en exécutant les commandes que sur les projets qui sont réellement impactés par vos changements qui sont dans votre pull request. Une autre fonctionnalité qui est intéressante dans NX Cloud, c'est ce qu'on appelle le NX Replay. Donc, le NX Replay, c'est quoi? C'est ce qu'ils appellent aussi le remote caching. Donc, comme je vous ai un peu parlé en introduction, de base, lorsque vous lancez une commande avec NX, sinon que la commande est cachable ou pas, vous pouvez être capable en fait, d'avoir une espèce de cache qui est locale. C'est-à-dire que lorsque vous lancez la commande sur votre machine de build, par exemple, d'une application, la première fois, il va la builder de A à Z. La fois d'après, si rien n'a changé dans le code, il va vous servir ce cache-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cache local. Avec NX Cloud, vous pouvez en fait amener ce cache local-là de façon distribuée sur NX Cloud. Ça veut dire que par exemple, si moi, sur ma machine, je lance la commande de build ici, donc le résultat de mon build peut être en fait mis en cache sur un serveur qui est ici NX Cloud. C'est quelqu'un d'autre de mon équipe, s'il a le même setup que moi et qui fait la même commande sans avoir rien changé, NX est capable en fait de lui servir le résultat de mon cache à moi en fait. Ça veut dire que la personne après qui vient dans votre équipe, qui fait la même commande de build, si on a le même setup, elle et moi, ben en fait plutôt qu'elle attende le build de A à Z, NX Cloud est capable de servir le résultat de ce qu'il a buildé parce que moi j'ai lancé la commande la toute première fois. Donc ça c'est ce qu'on appelle le remote caching, le cache distribué, et c'est une fonctionnalité qui est, on va dire, intégrée dans NX Cloud, ce qui permet aussi donc du coup d'accélérer les temps de build de certaines applications. Une autre fonctionnalité intéressante de l'outil, c'est ce qu'on appelle le DTE, donc le Distributed Task Execution. Et ça, en fait, c'est une fonctionnalité qui est innée dans NX Cloud. De base, lorsque vous lancez une commande ou un ensemble de commandes, il est capable, en fait, donc il agit un peu comme une sorte d'orchestrateur. Donc, il est capable, en fait, de répartir les différentes commandes. Donc ici, les commandes en question, ce sont celles qui sont ici. Donc là, je vais par exemple builder tout ce qui est affecté par ma pull request. Ensuite, je vais les tester. Et ensuite, je vais appliquer ce qu'on appelle le linting. Et à la fin, je vais lancer test intégration end-to-end. Donc ça c'est l'ensemble des commandes que je veux lancer.
ces commandes-là, elles ont une certaine dépendance. Par exemple, le test dépend du build. Donc, il faut d'abord s'assurer que tous les artefacts sont correctement buildés avant de lancer les tests. Donc, il y a une certaine ordonnancement à faire pour pouvoir en fait répondre, pour pouvoir en fait exécuter l'ensemble des méthodes. Et Nix est capable en fait automatiquement de savoir que le build, enfin pardon, que le test dépend du build. Donc, il va du coup d'abord faire le build, ensuite le test. Donc, c'est ce que vous voyez ici par exemple. Ici, c'est le build qu'il fait, ensuite le test. Et lorsqu'il a effectué cette tâche-là, suivant comment est-ce que le résultat se termine, il sait qu'il peut par la suite exécuter la suite des tâches. Il est capable en fait de les distribuer sur différents agents. Et ici, les agents, ce sont les machines qui vont récupérer une partie du travail qu'il y a à faire et qui vont l'exécuter pour pouvoir justement à la fin répondre le résultat qui va être collecté au niveau de NXCloud et retourner au niveau de l'utilisateur qui a lancé la commande. Donc NX est capable en fait de gérer ça, donc de répartir la charge entre plusieurs machines pour pouvoir faciliter le temps de build et le temps d'exécution. Entre les machines, il est capable de réutiliser le cache. Si par exemple, la première machine a fait la commande de build dont a besoin par la suite une autre machine ici, il est capable de récupérer ce cache-là au niveau des différents agents et donc de l'exploiter pour après accélérer le build ou le test de la tâche d'après. Et parce que il y a une communication qui se fait entre les différents agents et le build le cache qui est partagé est aussi exploitable à cet endroit-là. Voilà. Une autre fonctionnalité qui est super intéressante de l'outil, c'est ce qu'on appelle l'identification des tâches qui sont flasky. Je ne sais pas comment c'est traduit ça en français, mais typiquement, ce sont les tâches qui échouent une fois sur deux. C'est typiquement lorsque vous avez des tests d'intégration. Parfois, vous avez pour des problèmes de thread ou ce genre de choses, vous allez avoir un test qui, un coup, il va marcher, le coup d'après, il ne va pas y marcher. Donc, parfois, ce n'est pas tellement lié à un problème dans votre code, mais parfois ça peut être le cas, mais parfois ce n'est pas le cas. Et c'est assez difficile d'identifier ce genre de test-là, en fait. Avec NX, lorsque vous lancez une commande, lorsque vous lancez un test d'intégration via NX Cloud, il est capable automatiquement de traquer chacun des tests qui s'exécutent. Et lorsqu'il a une tâche qui échoue la première fois, il va en interne relancer le test à différents moments, avec différents paramètres de mémoire, etc., pour pouvoir identifier en fait si le test en question, il échoue tout le temps ou s'il échoue en fait une fois sur deux, par exemple. Et lorsqu'il le fait, du coup, il va vous flaguer le test en mode pour dire que ce test-là, il est flaky. Ce qui veut dire que peut-être vous, en tant que développeur, vous devez en fait pouvoir le revoir, peut-être pour le réécrire, pour peut-être éliminer le facteur chance qui fait qu'il échoue une fois sur deux, par exemple. Et ça, c'est super intéressant parce que vous n'avez pas besoin de vous vous occuper de le faire. C'est lui qui s'en occupe automatiquement lorsqu'il lance le test sur la plateforme de CI et il vous donne l'information comme quoi tel test en fait est flaky. Ce qui permet du coup de facilement les repérer et éventuellement appliquer des corrections dessus si c'est nécessaire. Donc ça, c'est une feature qui est intégrée dans NX Cloud et donc vous pouvez du coup exploiter de manière assez facile. Et là, vous voyez même à chaque fois lorsqu'il exécute une tâche, il vous dit le nombre de fois qu'il a essayé de la réexécuter pour être sûr qu'elle est flaky ou pas en fait, qu'elle est aléatoire par exemple, le test. Voilà. Un autre avantage donc de l'outil, c'est que alors ça c'est la promesse de NX, c'est que c'est beaucoup plus rapide que votre plateforme de CI classique, donc votre Jenkins, votre GitLab, votre GitHub Action ou votre SQL CI, et c'est beaucoup moins cher en fait aussi, parce que en termes de rapidité, sur la plupart des projets, lorsque vous branchez NX Cloud dessus, vous pouvez en fait accélérer le temps de build de 30 à 70% en fonction du projet, en fonction de la complexité du projet, et notamment avec tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire le caching, la distribution de tâches, la parallélisation des tâches. Donc, ce sont autant de choses qui permettent d'accélérer une tâche qui prendrait beaucoup plus de temps par défaut sur une autre CI/CD. Et forcément, du coup, si votre tâche s'exécute beaucoup plus vite, ça veut aussi dire que potentiellement, vous avez moins besoin d'utiliser vos machines pour faire les builds. Et donc, forcément, la facture en fait, de cette machine-là peut baisser. En fait. Donc là, on aura le coût, ou plutôt le gain en termes de financier, peut aussi être intéressant au niveau de votre facture de vos machines qui sont dans votre plateforme de CI. Donc ça, c'est la promesse de NX Cloud. Et une chose que j'ai un plus ou moins parlé, mais pas en détail, c'est que en fait, le NX Cloud, il s'intègre avec votre CI actuel. C'est-à-dire que ça ne va pas remplacer votre Jenkins ou votre GitHub Action ou votre Azure Pipeline. Ça va
ça va le compléter en fait. C'est-à-dire que plutôt que vous exécutez votre test, enfin vos tests, l'ensemble de vos commandes qui sont à faire sur la plateforme de CI, plutôt que vous l'exécutez entièrement sur votre Jenkins ou votre machine Jenkins, en fait la machine Jenkins va simplement déléguer le travail à NSCloud et c'est lui qui va faire en fait le travail de lancer les tests, de éventuellement créer les différents agents qui sont nécessaires pour pouvoir répondre à la demande que vous lui envoyez. Et par la suite, votre Jenkins ou votre GitHub Action, il va juste récupérer les résultats à la fin. Donc en fait, si je reviens sur le schéma qui était ici, voilà. Donc là, lorsque vous allez initier votre build depuis votre Jenkins, par exemple, par la suite, Jenkins va envoyer la commande à NSCloud qui va faire tout ce travail qui est ici. Donc il va éventuellement spanner les différents agents qui sont nécessaires pour faire le travail. Il va distribuer la charge entre les agents. Il est capable aussi de automatiquement créer le nombre d'agents qu'il faut pour répondre en fait à votre demande. Si par exemple vous avez fait une grosse pull request qui touche beaucoup de fichiers, potentiellement vous avez besoin de beaucoup plus d'agents pour pouvoir en fait faire le build parce que la pull request est assez grosse. Donc il va automatiquement en fait allouer dynamiquement les ressources nécessaires ici pour pouvoir exécuter le travail. Et une fois qu'il a fini, il renvoie le résultat à votre Jenkins. Donc c'est pour revenir à ce que je disais, ça ne remplace pas votre CI, ça le complète en fait. Et en déléguant tout le gros du boulot en fait à NXCloud. Donc ça c'est vrai pour la plupart des CI qui sont existants à l'heure actuelle. Et donc l'intégration est assez facile et, avec NXCloud. Donc NXCloud, ça existe en fait, on va dire de deux façons. Donc il y a la version qui est on-prem. Ça c'est le NXCloud par défaut qui est ouvert à tout le monde. Donc typiquement, si vous faites un projet open source ou un projet qui est sur GitHub, vous allez typiquement utiliser le NXCloud qui est sur leur serveur. Mais si vous, par exemple, voulez faire du cloud managé ou du on-prem, c'est également possible. Vous avez la possibilité en fait de mettre à disposition en fait NX tout ce qu'il faut pour pouvoir en fait faire tourner le NXCloud sur vos propres infrastructures. C'est-à-dire que vous allez avoir, vous avez par exemple des VM que vous pouvez récupérer telles quelles. Vous avez juste besoin d'avoir une key pour pouvoir en fait avoir le droit d'utiliser on va dire la VM. Et pareil aussi, si vous avez un environnement qui est sur Kubernetes, vous pouvez très facilement, via des chartes Helm qu'ils mettent à disposition et qu'ils maintiennent, vous pouvez très facilement en fait installer toute l'infrastructure NXCloud sur vos propres machines en fait. Donc ça c'est pour ceux qui veulent pas prendre le risque éventuellement d'avoir les données qui transitent par les serveurs de NXCloud, ils peuvent vraiment l'héberger de manière assez facile. Et donc c'est très facile à mettre en place et c'est juste une question d'installer la bonne VM ou de configurer le bon chart Helm. Donc ça c'était un peu pour l'overview de NXCloud. Donc voilà, pour un peu résumer ce que j'ai dit, l'ensemble du workflow c'est le suivant. Donc vous allez définir votre configuration. Donc c'est l'équivalent de votre fichier GitHub Action ou de votre fichier Jenkins file par exemple. Donc vous allez définir en fait les commandes que vous voulez exécuter sur le CI. Une fois que c'est fait, donc ça arrive sur un traitement qui est ici. Ici, en fonction de votre plateforme de CI cible, donc que ce soit Circle CI, GitLab ou GitHub Action, donc vous devez écrire en fait ce fichier-là dans la syntaxe qui correspond au CI que vous utilisez. Donc une fois que vous avez écrit ça, la vraie commande donc, est envoyée à NXCloud qui fait le travail donc, de distribuer la tâche entre les différents agents. Tous les différents agents utilisent un cache qui est partagé et à la suite, vous avez la réponse qui apparaît sur votre interface sur votre Jenkins ou sur votre GitHub Action. Donc ça c'est un peu on va dire, la vue d'ensemble de tous les composants qui sont nécessaires pour pouvoir utiliser NXCloud. Ça va jusqu'à présent? OK. Alors, du coup, on va passer sur la partie démo. J'avais prévu cette démo-là à vous faire, mais juste avant de faire la présentation, j'ai fait un dernier test et j'ai vu des erreurs qui m'empêcheront de la faire telle que j'avais prévu. Du coup, on va quand même voir en détail ce que c'est qu'un NXCloud, mais ce ne sera pas sur ce workspace-là que j'avais prévu initialement. Il faut que je corrige le problème que j'ai réparé en dernière minute. Donc du coup, on va quand même voir les features de NXCloud sans passer par ce workspace que vous voyez ici. Mais tout le reste, ça va rester plus ou moins similaire. Et l'idée, c'est qu'on va en fait voir comment mettre en place NXCloud sur un projet NX.
Et on va aussi voir en fait comment est-ce qu'on configure ce qu'on appelle les agents qui représentent les machines qui vont concrètement faire votre build, votre test ou votre linting en fait. Et par la suite, on verra aussi l'interface de NXCloud en ligne pour voir un peu comment est-ce qu'il il permet facilement repérer les tâches qui sont flaky et aussi voir un peu le temps qu'a pris chacune des tâches que vous avez lancées dans, dans le cadre de votre pipeline. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en fait l'équivalent de NXCloud sur mon projet, un projet à moi qui n'est pas le projet que je vous ai montré en introduction sur le slide, mais le principe reste le même. Donc, comment ça fonctionne? Lorsque vous avez un projet qui est créé avec NX, donc soit vous choisissez d'utiliser NXCloud au moment de la création du projet. Donc, typiquement, lorsque vous faites par exemple la commande npx create NX workspace. Donc là, ici, j'utilise la dernière version du utilitaire pour créer le workspace NX. Lorsque vous créez votre projet NX pour la première fois, vous avez la possibilité à ce moment-là déjà de dire si vous voulez utiliser NX Cloud ou pas pour accélérer vos builds. Ça prend un peu de temps parce qu'il doit récupérer des packages sur NPM. Une fois qu'il les a récupérés, il vous donne en fait une interface où vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez créer comme projet NX. Hop, on va ouvrir un terminal. Là, c'est juste pour vous montrer en fait l'option d'utiliser NXCloud au moment où vous créez le workspace. Voilà, donc là, je choisis le nom du workspace. Je vais l'appeler, je sais pas, atmosphère par exemple. Et ici, je choisis le type de projet que j'ai dans mon workspace. Donc, c'est pas très important ici. Tout ce que je voulais montrer, c'était cette partie-là, en fait. Donc là, ici, à ce stade, vous pouvez le dire déjà dès à présent. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil de build? Donc, si vous utilisez GitHub Action, GitLab ou ClickCI. Et du coup, en choisissant ça, il va vous créer en fait le fichier du workflow qui va permettre par la suite de communiquer avec NXCloud pour faire la partie NXCloud en fait. Donc ça c'est à la création du projet, je peux déjà déterminer si je veux utiliser NXCloud ou pas. Si j'ai un projet qui existe, que je veux plutôt étendre, je vais faire autre chose pour pouvoir le connecter avec NXCloud. Là c'est une autre commande que je dois lancer pour pouvoir faire ça. Donc la commande en question c'est npx-nx. Donc là, si je fais ici connect, donc ça permet en fait, de connecter un workspace existant à NXCloud en fait. Parce que en fait, pour pouvoir utiliser NXCloud, il faut que vous ayez dans votre projet NX une configuration, notamment une clé d'accès qui vous permet après de communiquer avec NXCloud. Et cette clé d'accès là, elle est stockée dans un fichier qui s'appelle NXJSON, qui est en fait le fichier de configuration principal de NX et qui contient donc pas mal d'informations, dont, lorsque vous utilisez NXCloud, la fameuse key qui permet d'après faire les appels vers NX. Voilà, elle est ici. Donc ça, c'est la clé d'accès pour pouvoir communiquer avec NXCloud. Donc là, le projet est déjà configuré pour faire les builds sur NXCloud. Donc j'ai déjà la clé qui est générée. Si je ne l'avais pas, ce serait via la commande NX Connect pour pouvoir en fait la rajouter. Donc une fois que vous faites ça, vous allez ensuite donc dans votre fichier de... Donc moi j'utilise GitHub et GitHub Action. Autrement dit, toute la partie CI doit être mise dans un fichier qui s'appelle github.github workflow. Donc ici c'est là où j'ai tous mes différents fichiers de CI. Et ici en l'occurrence, j'ai généré celui-là. Donc ça c'est le fichier qui permet en fait dans la syntaxe de GitHub Action de définir qu'est-ce que je veux faire pendant ma phase de build en fait, enfin pendant ma phase de CI. Donc là typiquement ici, donc ce fichier-là est généré par NX de base. Pour pouvoir le générer, si vous n'avez pas encore, vous pouvez utiliser la commande NX generate CI workflow. Donc c'est une commande que vous pouvez lancer dans votre workspace. Donc la commande c'est la suivante, G pour generate, NX de point. Et ici, le nom de ce que je veux générer, c'est un workflow. Donc en faisant ça, il va me générer en fait le fichier que vous voyez ici, le fichier CI que j'ai moi déjà généré en amont. Donc ce fichier, en fait, c'est le fichier principal qui est le seul fichier dont vous allez avoir besoin pour
pouvoir en fait par la suite communiquer avec NXCloud. Donc c'est assez facile à lire. Donc là c'est de base le fichier, mon pipeline s'appelle CI. Je veux qu'il s'active quand je fais un push sur la branche develop ou quand je crée une pull request. Donc là j'ai les deux cas où je veux que ce qui est en dessous s'exécute. Et ici j'ai des permissions que je dois céder pour pouvoir en fait communiquer avec GitHub. Ici, j'ai le type de machine sur laquelle je veux que ça tourne. Et là, j'ai la fameuse variable d'environnement qui permet d'avoir accès à NXCloud. Donc, c'est une clé, c'est un secret qu'il faut stocker dans votre configuration GitHub. Et donc ici, il faut lui donner accès au pipeline pour pouvoir, en fait, pour qu'il puisse avoir la valeur, pour qu'il puisse par la suite faire les appels vers NXCloud. Là, moi, j'ai d'autres variables dont j'ai besoin pour pouvoir faire mon build, donc que j'ai rajouté ici. Mais bon, suivant lesquels vous n'avez pas forcément avoir besoin de ces variables-là. Ensuite, vous avez la phase de base de checkout. Donc avant de pouvoir faire le CI, il faut bien sûr récupérer le projet. Donc ça, c'est ce qui est fait ici, dans cette première étape. Ensuite, il faut bien sûr installer les dépendances de votre projet. Donc par exemple, si vous avez un projet Node.js, c'est là où vous allez faire votre npm CI pour pouvoir installer les différents autres modules qui vont bien. Et là, la partie, on va dire, NXCloud commence plus ou moins par ici. Donc moi ici, j'ai un cas un peu particulier parce que dans mon contexte, j'ai en fait mon propre, comment dire, j'ai oublié de le dire en avant, mais vous pouvez en fait définir les machines que NX utilise pour faire les builds. Donc il y a différents types de machines qui existent. Souvent que vous faites du Node.js ou que vous faites du Java par exemple. NX supporte maintenant le Java. Souvent que vous faites l'un ou l'autre, vous avez des machines types qui contiennent en fait tous les utilitaires dont vous allez avoir besoin pour pouvoir lancer ces commandes-là sur votre CI. Donc moi, j'utilise pas ces versions-là, j'utilise une autre version à moi parce que j'ai besoin d'autres outils qui ne sont pas de base présents dans les images de base qui sont fournies par NXCloud. Et donc j'ai besoin de définir mon propre agent en fait. Donc c'est là où je lui dis en fait, moi j'ai besoin de tel outil pour pouvoir faire mes builds. Et donc là c'est ce que je fais ici en fait. Donc j'ai un fichier qui s'appelle agent qui se trouve et il doit se trouver absolument dans ce répertoire-là, NX Workflows, pour que NX puisse le voir. Et là, ça me permet en fait de créer mon propre agent, qui est donc ma propre machine, qui va contenir tous les différents outils dont je vais avoir besoin pour pouvoir faire mes commandes par la suite. Donc du coup, ce fichier-là, c'est un fichier que je dois écrire, que je dois maintenir moi-même, et qui se retrouve donc dans le répertoire ici .nx workflow. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et ici, alors, j'espère que vous voyez toujours bien. Donc c'est le fichier c'est ce qu'on appelle en fait un loge template. Donc c'est le template de l'image qui est utilisé par les agents par la suite pour faire les builds. Donc ici, dans ce template-là, ça peut hériter d'une certaine image de base, un peu comme une Dockerfile. Dans Dockerfile, vous avez la possibilité d'utiliser une base image qui va contenir en fait l'image de base sur laquelle vous voulez vous baser pour faire votre propre Dockerfile. Donc là, c'est un peu le même principe qu'il y a ici. Ici, je vais me baser sur une image existante qui est fournie par NX, qui s'appelle Ubuntu 22, avec ce nom-là. Donc là, c'est une image que NX fournit, et donc moi, je vais en fait la customiser. Excuse-moi, je ne sais pas si je prends des questions, mais Oui. est-ce qu'il y a des images macOS aussi qui sont disponibles pour faire Alors, des applications iOS? je pense pas. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est Ubuntu et Windows, les images. Donc la question, c'était de savoir s'il y avait d'autres images hormis Ubuntu sur lesquelles se baser. Et à ma connaissance, à l'heure actuelle, c'est Ubuntu et Windows seulement. Je pense que macOS, c'est prévu, mais je ne suis pas sûr que ce soit déjà en place. Il est possible que ce soit le cas, mais je n'ai pas vérifié récemment. Voilà, donc ça, c'est l'image de base. Donc là, c'est une image qui est assez récente, qui, de base, a déjà Node.js qui est préinstallé. Donc la version 22 de Node.js est préinstallée sur cette image-là. Et voilà, donc là, je peux me baser sur ça. Et après, si vous avez une version, parce que ces images-là sont versionnées par NX, donc vous avez une version qui est ici. Et donc par la suite, une fois que je parle de cette image-là, tout ce qui est ici, c'est en fait une configuration custom que moi j'ai rajoutée pour pouvoir installer tous les builds, enfin tous les outils dont j'ai besoin pour faire mon build. Moi, ce projet en particulier, c'est un projet qui fait donc du Node, mais aussi du Flutter. Et donc, j'ai besoin d'Android pour pouvoir lancer les builds sur le Android SDK. Et j'ai besoin de Java pour pouvoir faire les builds à la partie Java. Donc, du coup, vu que j'ai pas ça dans l'image de base, je peux la customiser moi-même et en fait définir des différentes étapes qui vont m'installer ces différents outils-là dans mon agent par la suite en fait. Donc c'est ce qui est ici en gros. Ici, j'ai besoin d'installer tous les nodes modules, j'ai besoin d'installer des outils système. Donc ici, typiquement le zip, le unzip pour pouvoir après faire appel à ces commandes-là dans le reste de
de mon projet, j'ai besoin d'installer Flutter, donc comme je vous avais dit à l'instant. Donc là, ici, c'est un simple script shell que j'utilise, que je peux en fait définir ici, qui va me configurer Flutter sur mon image de base. J'ai besoin aussi de Java, donc je vais installer Java à travers le SDK-man, qui est un peu comme l'équivalent d'un NVM pour le monde Java, on va dire. Ça peut m'installer différentes variantes de Java. Donc là, je me sers de SDK-man pour le faire ici. Et donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin d'Android SDK. Donc là, j'ai un script qui va me récupérer Android SDK, qui va le configurer sur la machine cible. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc voilà. Donc ça c'est mon agent customisé. Et donc ce fichier-là, c'est un fichier qui s'écrit dans une syntaxe qui est propre à Anix. Et donc du coup, il est facile de faire des fautes dessus. Et pour éviter que ça, pour éviter que ça n'échoue que beaucoup plus tard, vous pouvez faire en sorte de valider ce fichier-là avant de faire votre commande de CI en fait. Donc c'est ce que je fais ici en réalité. Donc ici quand je fais ça, c'est pour m'assurer que le fichier-là est écrit correctement, est-ce que ça échoue tout de suite et pas que j'attende que ça passe par l'autre étape avant d'échouer. Donc ça c'est je fais une validation de ce fichier-là pour être sûr qu'il est correctement formaté, etc. Ensuite, là où ça commence vraiment pour la partie cloud, c'est ici. Donc là, ici, je vais dire en fait, à partir de là, je dis à NX que tu vas en fait monitorer ce build-là que je suis en train de faire et tu vas en fait distribuer la tâche sur un ensemble de machines. Donc ici, j'ai défini ce qu'on appelle un dynamic change set. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez au début, j'avais dit que lorsque vous faites votre pull request, suivant la taille de votre pull request, si elle est, par exemple, elle est petite, il va par exemple démarrer un seul agent pour pouvoir faire le build, par exemple. Par contre, si elle est grosse, si elle a modifié beaucoup de fichiers, il est possible que vous ayez besoin de beaucoup plus de ressources pour pouvoir en fait faire le build. Donc, il va allouer beaucoup plus de machines en fonction de la taille de la pull request en fait. Et donc ça, vous pouvez customiser cette dynamicité, si je peux dire ça comme ça, à travers ce qu'on appelle des chantsets. Un chantset, c'est quoi? C'est un fichier que vous pouvez définir dans votre projet. Donc c'est ce que moi j'ai fait ici, qui doit se retrouver qui doit être dans le répertoire NX Workflows, tout comme c'est le cas pour le agent. Il doit seulement être dedans, dans ce répertoire-là. Et dedans, en fait, je définis en fait qu'est-ce que j'appelle une grosse pull request ou une petite pull request ou une pull request moyenne en fait. Donc c'est ce que je fais ici. En gros, je dis, si j'ai une petite pull request, en fait, pour la builder, il suffit d'avoir 3 agents maximum qui sont de type ça. Ça définit le type de machine que je veux démarrer. Donc là, c'est le nom qui est ici, c'est le nom que vous allez retrouver dans votre agent que j'avais ouvert tout à l'heure. Ici, l'agent que je suis en train de créer s'appelle comme ça en fait. Donc là, c'est le même nom que je récupère ici. Ça identifie en fait le type de template qui va servir à instancier mes agents par la suite, donc mes machines qui vont faire le build. Donc ce nom-là, je le récupère ici et je définis, OK, si j'ai une petite pull request, parce que ça touche une petite ensemble de fichiers, je vais démarrer maximum 3 agents qui seront de type cette machine-là, Linux, Medium, JS, Java, Flutter. Ça, c'est le nom de la machine qui va servir après à faire le build. Si j'ai une pull request qui est moyenne, par exemple, il y a moyennement touché des fichiers, je vais avoir besoin de maximum 6 agents à démarrer. Et si j'ai une pull request qui est très grosse, donc moi le très gros ici c'est 10 agents maximum pour faire le build en fait. Donc ça c'est ce que c'est que le Dynamic Change Set. Et du coup, en fonction de cette pull request, NX va en fait distribuer le travail sur autant d'agents que j'ai dans mon fichier de configuration. Donc ça c'est la façon de faire, on va dire, un peu manuel. Et là, maintenant, il y a encore une manière qui est encore beaucoup plus automatique maintenant qui a été récemment ajoutée. C'est en fait, je peux lui dire, en fait, je ne veux pas du tout que tu te sers de mon fichier Dynamic Set. Tu vas toi-même automatiquement déterminer combien il faut de machines pour faire le travail, en fait. Donc, plutôt que ce soit moi qui te dis que une petite pull request, c'est 3 agents, une pull request moyenne, c'est 6 agents, une pull request grosse, c'est 10 agents, plutôt que ce soit moi qui fasse ce classement-là, toi-même, tu vas prendre la décision de fonction des fichiers, de pratiquement allouer 1, 2, 3, 6, 10, en fonction de ce que tu estimes de ce que tu estimes qui est nécessaire pour pouvoir faire le build par rapport à ce que j'ai changé comme fichier dans ma pull request, par exemple. Donc, il y a un mode qui s'appelle auto, où vous devez juste lui donner le nom de la machine type que vous voulez démarrer. C'est lui qui va automatiquement spanner le nombre d'agents qu'il faut pour faire le travail. Donc ça, c'est un mode que moi-même, je n'ai pas encore testé, mais qui est disponible maintenant sur la version récente de NX Cloud. Voilà. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc ça, c'est pour dire, OK, ce que je vais faire par la suite, tu vas le faire en utilisant ce template de machine. Donc, tu vas démarrer
autant d'agents que nécessaire. Ensuite, donc, une fois que j'ai démarré les agents, je peux définir une commande qui va être la commande qui va permettre à la fin de faire le nettoyage. Donc, par exemple, j'ai fait mon pipeline, j'ai plusieurs commandes que je vais lancer au fur et à mesure. Je veux que si tu vois une commande, par exemple, de lancement des tests end-to-end, ce sera ça qui va servir de commande, on va dire, de signal de fin pour que tu stoppes tous les agents qui ont été démarrés par la suite et que du coup, tu libères les ressources, quoi. Donc ça, je peux le définir aussi pour dire que voilà, les agents ils doivent arrêter lorsque je fais la tâche qui s'appelle end-to-end CI. Et l'autre paramètre, c'est lorsque je démarre mes agents, je peux leur donner des variables d'environnement pour customiser certains paramètres qui sont nécessaires. Donc ça permet en fait de faire le lien entre ce que j'avais défini dans mon fichier, si vous vous rappelez un peu de ce que je vous ai présenté avant, dans ma configuration d'agent. Alors si je reviens sur ici, j'avais des variables d'environnement que j'avais définies, que je pouvais exploiter, comme ça par exemple, pour définir la version de Flutter, la version du channel à utiliser par exemple. Mais ces variables d'environnement-là, je peux les fournir via le fichier de pipeline, donc ici. Si je reviens sur le CI, je peux les fournir, alors c'était ici, je peux les fournir en fait donc, dans mon fichier qui est mon point d'entrée pour la partie CI, je peux les fournir ici et après ils vont être repassés via cette commande-là à mes différents agents en fait. C'est une façon de customiser les paramètres de vos agents. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc ça c'est une petite commande pour faire ce qu'il décrit ici, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir traquer la branche sur laquelle vous développez votre code, votre branche principale. Moi j'ai besoin de faire ça parce que la branche principale dans mon projet ce n'est pas l'origine main, mais c'est l'origine develop. Donc je dois faire cette petite astuce là pour dire que ta branche cible c'est la branche develop. Ensuite ça c'est une étape qui permet en fait de configurer ce qu'on appelle la partie, comment dire, la partie qui détermine en fait comment est-ce que Linux calcule les projets qui sont impactés par une modification de votre code. Lorsque vous faites une pull request, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que je vous avais montré comme schéma au tout début. Vous avez dans votre projet plusieurs applications et librairies, mais vous, par exemple, vous allez toucher que tel fichier de telle librairie, par exemple. Donc, du coup, il va vous calculer l'ensemble des fichiers qui sont impactés ou l'ensemble des projets qui sont impactés par cette modification-là. Et pour pouvoir le faire, il utilise Git, donc pour pouvoir déterminer en fait qu'est-ce qui a changé depuis le dernier commit que j'ai fait. Et donc, la commande qui est ici vous permet de configurer en fait les pointeurs dans l'historique Git qu'ils ont utilisé pour pouvoir déterminer, OK, ça c'est ma dernière commande de source, le chat au sens l'empreinte Git de mon commit de référence. Et donc c'est ça qui va me permettre de déterminer à partir de tel moment qu'est-ce qui a changé par la suite dans mon historique Git en fait. Donc ça c'est un truc que vous devez configurer dans votre CI/CD. Là vous avez une espèce une GitHub action qui vous permet de facilement récupérer ce chat-là, cette empreinte de commit pour pouvoir en fait configurer le NX affected correctement. Voilà. Et donc une fois que j'ai fait ça, à partir de là maintenant, c'est là où va vraiment commencer les commandes qui vont s'exécuter sur NXCloud. Et la première commande que je vais faire, c'est une commande qui va me permettre de m'assurer que tous mes fichiers dans mon workspace sont correctement formatés. Par exemple, si j'ai une syntaxe que je vais utiliser, que je veux renforcer, c'est ici que je vais m'assurer que tous mes fichiers dans mon workspace respectent cette commande-là. Une fois que j'ai fait ça, la suite maintenant, ce sera la vraie commande que je vais exécuter sur le pipeline. Donc ici, je vais en fait exécuter une commande qui va me faire le lint, le test, le build, le test d'intégration sur l'ensemble de mes projets qui sont impactés par la modification que je suis en train de pusher sur mon repository. Donc c'est pour ça que je fais ici le affected. J'aurais pu faire la commande là, run many, pour dire sur tous mes projets de mon workspace, exécute-moi toutes les commandes qui sont là. Mais comme ce n'est pas ça que je veux faire, moi je veux juste builder ou tester ce qui est réellement changé dans ma pull request. Donc du coup, je passe par le affected à la place. Donc le affected, c'est ce qui permet vraiment de faire. Donc ça permet de réduire le scope de ce qui va être réellement buildé dans le cadre de mon pipeline. Donc voilà, donc une fois que j'ai fait ça, donc ici, ça c'est un paramètre que je peux aussi déterminer pour dire en fait comment est-ce que je veux répartir les tâches parallèles au sein d'une même machine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ici, je peux déterminer le nombre d'agents que je vais utiliser pour faire le build en fonction de la taille de la pull request.
Mais au sein de chaque agent, j'ai aussi la possibilité d'avoir des threads que je peux exploiter pour accélérer les tâches qui tournent sur cet agent-là en particulier, de manière unitaire. Donc ici, je peux dire le nombre de threads maximum que je vais utiliser pour pouvoir, sur une machine, accélérer les tâches qui sont exécutées sur cette machine-là. Voilà. Et donc là, c'est à peu près tout. Donc là, j'ai tous les différents paramètres. Et une fois que j'ai ça qui est en place, si je vais sur mon GitHub, là, juste avant la démo, j'avais pushé une petite modification de base sur mon projet. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, lorsqu'on est dessus, donc voilà, donc ça c'est mon interface de mon GitHub Action. Si bien sûr vous utilisez Jenkins ou CircleCI, vous allez avoir une interface qui sera un peu différente, mais en général, vous pouvez quand même retrouver le fichier principal que vous avez configuré dans votre projet. Donc là, ici, mon fichier principal de CI, c'est ce fichier qui est ici. Donc c'est le CI qui est également là. Et là, j'ai fait un push sur cette branche-là. Donc là, si je l'affiche, vous allez voir, en fait, c'est le fichier que je vous ai montré tout à l'heure sur VS Code, où je définis en fait mon pipeline, qu'est-ce qui doit être fait dans ce cadre de ce build-là. Et ce fichier-là, ce qui est cool, c'est que normalement, tout ce qui est dedans, il n'y a pas de raison que ça évolue. Si votre projet, par exemple, devient de plus en plus gros et qu'il y a besoin de plus en plus de ressources pour le builder, vous n'avez jamais besoin, vous, de modifier ce fichier-là. Une fois que vous l'avez écrit une fois et que c'est correctement écrit, le reste, c'est NX qui va s'occuper d'automatiquement scaler ou allouer le nombre d'agents qu'il faut pour répondre à la charge en termes de projet que vous devez builder. Vous, en tant que, pour la partie maintenance de votre partie CI, le fichier va quasiment jamais évoluer. Une fois que vous l'avez écrit, tout ce qui est ici est assez statique et tout le reste, en fait, toute la partie dynamique, la partie scalabilité est gérée par Nxcloud automatiquement pour vous. Donc ça, c'est plutôt super cool et ça vous évite à chaque fois de tweaker les paramètres le nombre d'agents, ce genre de choses. Ce n'est pas vous qui les gérez manuellement, donc ce n'est pas vous qui devez les faire évoluer lorsque votre projet devient de plus en plus complexe. Donc voilà, donc ça c'est mon fichier de CI. Si je reviens sur la partie action, donc là, lorsque je push, donc là, j'ai fait un push sur la branche pour laquelle j'ai une pull request. Et donc, il va initier donc, le setup classique. Donc là, c'est la partie purement GitHub Action qui se fait, où il fait le checkout de code source, il installe la dépendance Node. Et à partir de là, ce qui commence là, c'est la partie qui est, on va dire, qui est spécifique à Nxcloud. Donc là, ici, lorsqu'il il démarre un job, si je viens sur cette, alors c'est pas celle-là, c'est plutôt ici. Voilà. Donc là, ici, lorsque vous arrivez sur cette ligne-là, c'est à ce moment-là qu'il va envoyer la commande à Nxcloud pour faire le build. Donc, vous déléguez le build que vous êtes en train de faire, pour le déléguer à Nxcloud. Ça se fait à ce moment-là, quand il arrive sur cette commande-là. Et en fait, il démarre donc une exécution sur l'interface de Nxcloud, dont vous avez le lien qui est ici. Donc, on va aller dessus pour voir à quoi ça ressemble. Et c'est ici où va se passer vraiment votre build en réalité. Donc là, ici, c'est l'interface de Nxcloud. Donc ici, vous pouvez retrouver en fait toutes les différentes tâches qui ont été exécutées par Nxcloud. Donc les tâches, c'est toute la partie build de différentes applications et librairies, toute la partie test, toute la partie test d'intégration, toute la partie lint. Vous retrouvez l'ensemble de ces tâches-là ici. Vous pouvez très facilement filtrer qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Si par exemple vous avez eu des erreurs dans vos tests, vous pouvez très facilement les identifier ici, via cette interface-là. Vous pouvez également voir en fait les commandes qui devaient exploiter le cache, mais qui n'ont pas réussi à exploiter le cache pour une raison X ou Y. Donc c'est ce qu'on appelle les caches hit ou les caches miss. Donc cache miss, c'est lorsque le cache n'a pas pu être exploité pour une raison précise. Et les caches hit, c'est lorsque le cache a pu être exploité pour répondre à la question, ou en tout cas pour faire la commande. Donc là, vous pouvez facilement les voir dans cette interface-là. Ici, par exemple, j'ai pas mal de tâches qui n'ont pas utilisé le cache parce que j'ai modifié les fichiers et j'ai en fait invalidé le cache précédent parce que j'ai modifié les fichiers qui étaient globaux à mon projet. Donc du coup, le cache a été invalidé. C'est pour ça que j'ai des caches miss ici. Et si j'avais eu des caches qui avaient été utilisés, j'aurais eu des caches hits à la place. Donc ça, c'est un peu l'interface principale de Nxcloud. Et donc là, vous pouvez voir pas mal d'informations qui sont assez intéressantes, notamment aussi, si je viens sur le détail ici, je peux voir en fait, donc là, ce sont les différents agents qui ont été spannés par Nx pour répondre à ma pull request. Donc là, vous voyez ici, donc là, il y a combien d'agents? Ça commence à 0 jusqu'à 9. Donc il y en a 10 parce que j'avais une pull request qui était assez grosse. Donc du coup, il a utilisé la partie, pas la partie small, pas la partie medium, pas la partie large en fait de mon champ set. Donc là, il a spanné 10 agents pour pouvoir en fait accélérer le build. Si j'avais fait une petite pull request, il en aurait peut-être spanné
3 ou 6, en fonction de ce que j'aurais modifié et du scope de ce qui était à builder. Donc là, vous pouvez voir les logs de chacun des agents pour savoir qu'est-ce qu'il a fait quand il s'est exécuté. Et voilà, donc ça c'est un peu assez intéressant et ça permet vraiment facilement de filtrer en fait des choses. Et lorsque vous avez par exemple des tests qui ont échoué, vous pouvez facilement voir les tests en question qui ont échoué via l'interface de NXCloud. Il vous permet de voir les logs qui sont vraiment spécifiques à chacune des tâches qui ont été exécutées. Et c'est beaucoup plus facile d'identifier les backlogs de cette façon-là, en fait. Donc ça, c'est la partie NXCloud. Et une fois qu'il a fini de faire tous ces builds-là ici, donc là, le build a été successful. Ça a pris autant de temps pour s'exécuter. Une fois qu'il a fini de faire ça, il va envoyer les résultats à mon GitHub Action qui a démarré en fait les tests. Donc là, si je reviens sur le GitHub Action, donc ici, donc là, une fois qu'il a fini de faire le travail, donc là, les résultats sont envoyés à GitHub Action. Là, vous voyez ici, vous avez aussi un résumé en fait de tout ce qu'il a fait comme build et comme test. Donc là, ici, ce que je vous montre tout à l'heure ici dans l'interface de NXCloud, vous avez une sorte de résumé facile à lire qui est ici présent dans votre dans votre GitHub Action de tout ce qu'il a exécuté. Et ici, éventuellement, il n'y a pas eu d'erreur, donc tout est green, on va dire, au niveau des tests. Vous avez le résumé des temps que ça a pris, vous avez le résumé de savoir si le cache a été utilisé ou pas. Et voilà, donc vous avez l'ensemble le summary de votre exécution. Vous pouvez aussi le visualiser dans votre Jenkins ou dans votre SQL CI assez facilement en fait. Via ce tableau-là qui est créé par NXCloud, au moins il a fini d'exécuter tous les tests. Et donc là ici, il vous redonne la main pour en fait voir dans votre interface de votre CI de prédilection, il vous permet de voir en fait qu'est-ce qui a été fait et quel est le résumé de ce qui a été exécuté par NXCloud lorsqu'il a fait le build. Donc voilà, ça c'est l'interface de NXCloud sur le Jenkins. Et donc là, je vous ai montré ça via sur GitHub Action. Mais si j'avais utilisé Jenkins, j'aurais eu la même intégration, j'aurais eu le même summary qui serait apparu ici dans ma console Jenkins pour ce que je puisse voir en fait assez facilement qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de ce build-là. Donc voilà, donc là, ça finit la partie Jenkins, et la partie CI, et aussi donc la partie NXCloud au niveau de ce qui est intégration. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'en ai une. Oui. Du coup, tout à l'heure tu montrais que l'application, tu avais la clé vers NXCloud pour qu'ils puissent faire les pipelines là-bas. Mhm. Ça veut dire que, imaginons, tu as une entreprise, tu as plusieurs applications et tout, donc tu as un NXCloud, entre guillemets, un lien NXCloud dédié par application, ou alors tu peux en avoir Alors c'est par workspace. par workspace. Oui, Ok. c'est par workspace. Donc si tu as plusieurs workspaces, il vaut mieux avoir plusieurs clés d'accès pour les différents workspaces, oui. Ok, ouais. Parce que ça, oui. Est-ce que du coup NXCloud fournit un visuel avec tous ces workspaces visuels, ou alors ça sera à chaque fois un workspace? Ouais, non, ce sera. Alors, je peux te remontrer ça sur leur interface. Là, en fait, mon projet, c'est celui-là. Ouais. Donc là, je les vois tous quand je suis au niveau de ça. Donc là, ici, tu auras, ça, c'est un workspace, par exemple. Donc, tu auras les autres qui seraient ici en dessous, quoi. Ok, ouais, d'accord. Voilà. Ouais, donc tu as quand même une clé qui te regroupe tout derrière. Alors, c'est pas vraiment ça, là, c'est parce que c'est sur mon compte que j'ai. Ouais, C'est ça. C'est-à-dire que oui, j'ai oublié d'en parler, mais lorsque vous connectez votre workspace à NSCloud, de base, tout le monde peut le voir, en fait. Ce que je vous ai montré ici, ce truc-là, ce pipeline execution, tout le monde peut le voir, sauf si vous réclamez le workspace. Donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle un claim pour dire que le workspace m'appartient. Et souvent, lorsque vous connectez le workspace, il va vous dire, OK, si vous voulez réclamer ce workspace-là, vous devez venir vous connecter à NXCloud, donc avec vos identifiants. Donc ici, je vais par exemple, bon là, je suis déjà connecté, mais je me connecte avec mes identifiants et je lui donne en fait la clé qui a été générée dans mon fichier NXJSON. Et comme ça, il fait le lien pour dire que ce workspace il m'appartient à moi en fait. Du coup, il n'y a que moi qui pourrais le voir et pas d'autres personnes. Les autres personnes ne pourront pas le voir parce que ce sera privé pour moi en fait. D'accord, ok. Ouais, Voilà. donc par défaut, c'est visible par tout le monde. Par défaut, oui, c'est ça. Et même d'ailleurs, il vous le dit, lorsque vous générez le workspace, alors là, je n'ai pas pu faire d'exemple de génération depuis le départ, mais lorsque vous générez le workspace, il va vous afficher, en fait, lorsque vous affiche la clé d'accès, il va vous dire, attention, enfin, pas attention, mais il va vous dire, ce workspace n'est pas anonyme, donc si vous voulez le réclamer, il va vous envoyer un lien pour aller sur NX App, donc le site de NX Cloud, pour pouvoir en fait réclamer le workspace pour dire qu'il vous appartient à vous, en fait. Du coup, il va être associé à votre compte sur NX Cloud, en fait. Voilà. Mais sinon, de base, oui, ils sont visibles par tout le monde. Ouais. Et du coup, quand on réclame le workspace, c'est
Non, c'est pour récupérer le ownership du workspace, quoi. Ça t'appartient à toi. Donc, si tu veux pas que tes builds soient visibles par tout le monde, tu peux les rendre privés. Donc, il n'y a que toi qui pourras les voir. Moi, ici, par exemple, mon workspace que je vous ai montré, je l'ai rendu public parce que c'est un projet qui est open source. Donc, je n'ai pas de raison de cacher le résultat des builds. Mais je pourrais très bien dire que non, c'est que moi qui ai le droit de voir mes builds. Et donc, je pourrais les rendre privés. Donc, c'est juste une façon voilà, de pas forcément divulguer le résultat de tes builds, en fait, tout simplement. Ça va être plus pour la partie entreprise à ce moment-là. C'est ça. Et alors, ça peut être pour la partie privée. Par exemple, si j'avais un projet GitHub privé, que je peux avoir sur GitHub aussi, je n'aurais pas envie que mes bits soient visibles non plus, quoi. Donc, ça peut aussi être vrai pour un projet voilà, que j'ai qui est privé, sans que ce soit un projet entreprise, par exemple. Euh, ah, ok, d'accord. J'avais jamais fait la connexion entre les deux. Mais voilà, c'est lorsque vous faites ce travail-là qu'il associe votre workspace avec votre compte que vous avez sur. Voilà, ça c'est mon compte qui est sur la partie. Enfin, c'est mon compte sur Nextcloud. Donc ici, c'est comme ça que je peux faire en fait le lien entre mes différentes workspaces. Et ce que je voulais vous montrer, c'était cette partie-là. Je peux lui dire en fait que un projet à moi est privé ou pas en fait. Alors, moi par défaut, voilà, si je viens ici, voilà, alors c'est pas vraiment ça encore. Je suis sur un autre projet. Tu vois, par exemple, là, j'ai un autre workspace. Enfin, j'ai un autre workspace qui est sur Nextcloud aussi, donc pour un autre projet. Donc, c'est vraiment par workspace, en fait, que tu as des access keys. Voilà. Là, du coup, tu ne peux pas voir le workspace dans ton compte actuellement parce qu'il est public. Alors, non, c'est pas ça. C'est autre chose, ça. Non, s'il est public, tu peux le voir. Tout le monde peut le voir, y compris toi. Hein. C'est l'inverse. C'est-à-dire s'il est privé, que seul toi, tu peux le voir. Mais quand il est public, tout le monde peut le voir. Tout à l'heure, le workspace que je vous ai montré, bon, je vais essayer de revenir via le lien qui est ici. Ce workspace-là, voilà. Si toi, tu te connais si tu envoies le lien, par exemple, et que tu copies pas ce lien-là, normalement, tu peux le voir aussi sans te connecter, sans rien du tout, en fait, parce que c'est public. Mais je peux dire, en fait, par workspace, si je veux qu'il soit public ou pas. Et c'est ce que j'essaie de retrouver, en fait, voilà, je crois que c'est ici. Ici, tu peux lui dire, en fait, que ce workspace-là, alors il faut aller dans les settings. L'interface a un peu changé par rapport à la dernière fois que j'avais vu, mais tu as ici en fait un écran qui te permet de dire comment est-ce que tu veux que le workspace soit considéré. Tu vois, ici par exemple, ça c'est un workspace qui est privé par exemple. Donc il n'y a que moi qui peut le visualiser. Voilà, je crois que c'était ici. Voilà. Donc ici, je peux définir en fait par workspace si je veux le rendre public ou privé en fait, ici, dans la visibilité. Pour un projet open source, il peut être public. Si c'est un projet qui est privé, ben, on peut le rendre privé, quoi. Voilà. D'autres questions? Oui. Tout à l'heure, tu parlais de. Tu sais, il définit le nombre. Enfin, toi, tu peux définir, ou alors il définit lui-même le nombre d'agents par rapport à une petite paire, une grande paire, une grosse paire. Oui. Et sur quoi il se base pour dire, ok, ça c'est plutôt une petite paire, c'est le nombre de fichiers, le nombre de lignes? C'est ça. En fait, c'est pas forcément le nombre de fichiers, c'est le nombre de projets qui sont impactés par ton changement. Donc, si tu as touché par exemple un fichier d'une librairie qui est partagé par 10 000 applications, donc potentiellement tu as 10 000 applications qui sont à builder ou à rebuilder. Donc c'est ça qui va déterminer le scope de ce qu'il y a à faire. Il y a ça et il y a aussi le nombre de tâches que tu vas exécuter. Donc tu vas exécuter, dans mon cas j'ai fait un build, j'ai fait un test d'intégration, j'ai fait un int, donc j'ai exécuté 4 tâches. Si j'en avais d'autres, ça va aussi augmenter le nombre de travail qu'il y a à faire. Donc ça peut compter dans le nombre de ressources qu'il doit allouer pour pouvoir accélérer ce travail-là, en fait. Donc c'est le nombre de projets qui sont impactés par ton changement et le nombre de tâches que tu exécutes en réalité. Donc si tu en as une, potentiellement ça peut aller vite. Si tu en as plusieurs, potentiellement il faut plusieurs ressources pour que ça puisse aller encore plus vite, en fait. C'est ça. Le nombre de tâches et les projets qui sont affectés par ton changement. Et donc ça c'est le. Après, je crois que maintenant ils utilisent de plus en plus l'AI et aussi l'historique de différents builds. C'est-à-dire que quand tu vas faire un build la première fois, il est capable maintenant de retenir le temps que ça a pris. Et la fois d'après, suivant que ça a pris beaucoup de temps ou pas, il peut déterminer, OK, à la fois j'avais alloué 3 agents, ça a pris 20 minutes. Cette fois-ci, je vais essayer de mettre par exemple 5, ça va peut-être en prendre moins. Donc il peut aussi jouer sur ça pour pouvoir déterminer quel est le bon nombre d'agents à spanner pour pas que ce soit trop coûteux ou que ce soit pas trop long non plus, quoi.
Donc c'est un peu un équilibre entre les deux, entre le coût. Il le fait un peu au feeling, quoi, au final. C'est ça. Enfin, Entre guillemets. un peu au feeling. Enfin, il y a pas, c'est pas 100% de feeling. C'est une partie, donc tout ce qui est affecté, tout ce qui est tâche à faire. Il y a une partie historique qu'il exploite pour savoir si il peut ou pas augmenter le nombre d'agents pour pouvoir augmenter enfin réduire le temps de build, tout en restant dans des coûts qui sont raisonnables, quoi, en fait. Donc c'est une sorte des paramètres qu'il essaie d'ajuster et pour pouvoir avoir le bon nombre. C'est pas forcément parfait à 100%, mais tu as quand même un nombre qui est plus ou moins proche de ce qu'il y a à faire. Et donc c'est ça qu'il utilise pour pouvoir déterminer le nombre d'agents qu'il faut spanner, en fait. Il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer aussi, c'est super important, qui m'y a fait penser lorsqu'on parlait à l'instant, c'est, alors si je vais sur le détail des tâches qu'il a exécutées, alors je viens ici, il y a un truc qu'il faut souvent surveiller pour justement voir si, alors, où est-ce que je vois ça déjà? Alors, il y a une vue qui permet de voir en fait comment est-ce qu'il a réparti le travail entre les différents agents. Parce que là, par exemple, j'ai démarré 10 agents, mais il se peut qu'en fait, il n'y a qu'un agent qui ait fait 90% du travail et que les autres ont fait juste un petit bout, un petit bout, un petit bout. Et ce genre de répartition-là, en fait, lorsque vous voyez ça, c'est pas très bon signe parce que ça veut dire que vous avez très mal, enfin, il a mal réparti la charge sur vos différentes machines. Donc, vous avez peut-être créé beaucoup trop de machines. Alors que si vous avez peut-être mieux réparti la charge, au lieu qu'il y ait besoin de juste démarrer 10 agents, il aurait peut-être fallu avoir que 5 sur laquelle le travail est assez bien réparti. Et ça aurait été beaucoup plus rapide que de devoir démarrer autant d'agents en fait. Donc parfois vous pouvez voir en fait il y a une vue qui permet de voir en fait la répartition de, alors je crois que c'est ici. Voilà, c'est ça. Donc ici vous voyez, donc là j'ai en tout donc mes différents agents. Et là vous voyez plus ou moins le pourcentage de travail de chacun des agents en fait. Donc là par exemple ça part de 24% qui est le plus occupé à 10% qui est le moins occupé. C'est plutôt assez bien distribué. Mais si j'avais eu un gros écart où il y avait un qui faisait beaucoup plus de travail que l'autre, ça va peut-être dire que vous devez jouer sur les paramètres de parallélisation ou de caching pour pouvoir optimiser au mieux en fait le nombre d'agents qui a été nécessaire pour démarrer. Là, par exemple ici, dans ma configuration, j'avais défini que je voulais avoir sur chaque agent au maximum 5 tâches en parallèle. Vous voyez que si je joue sur le nombre de tâches parallèles qui peut être fait par agent, ça peut avoir une influence sur la façon dont le travail va être réparti par la suite par les différents agents, quoi, en fait. Donc ça, c'est un graphique qui est super intéressant à visualiser et aussi pour comprendre si votre pull request en elle-même, est-ce que tout est correctement configuré. Et il vaut mieux avoir toujours une distribution plus ou moins équitable du travail plutôt que d'avoir un truc qui fait tout et l'autre qui fait un petit bout, quoi, en fait. Donc ça, c'est une autre façon de réduire les coûts et aussi d'accélérer le temps que ça peut prendre pour répondre à la tâche de build. Voilà. D'autres questions? Non? Ok, mais du coup, on va revenir sur le. Je pense que j'ai plus d'autres slides au-delà de ça. Juste vous résumer, je pense, les liens intéressants qui sont à voir. Donc là, le NX Dev, c'est le site principal de NX. NX App, c'est le site de NX Cloud. Donc il y a deux sites différents. Et le repo, donc c'est Narwhal NX. Narwhal, c'est la boîte qui est derrière NX. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, ce sont des bonnes ressources à aller voir pour justement comprendre un peu plus comment ça fonctionne en détail. Là, j'ai un peu survolé pas mal de choses parce que voilà, ça n'y a pas suffisamment de temps pour faire tout de manière plus approfondie. Mais voilà, sur ces différents sites, vous allez avoir plus d'informations sur à la fois NX et NX Cloud. Et je pense que j'ai fini cette fois-ci. Merci pour votre attention.